9h, Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'historien Georges Bensoussan. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1, spécialiste du monde juif. Votre dernier livre, Les origines du conflit israélo-arabe 1870-1950, aux presses universitaires de France. Il y a 80 ans, 27 janvier 1945, les soldats soviétiques de l'armée rouge libèrent le camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne. À l'intérieur, 7000 survivants et des preuves accablantes d'une entreprise de destruction systématique du peuple juif. On l'appellera Holocauste, puis Shoah. Georges Bensoussan, vous avez beaucoup écrit sur le génocide des Juifs, une histoire de la Shoah, un atlas aussi. Vous avez aussi été le directeur éditorial du Mémorial de la Shoah à Paris. Auschwitz, qu'est-ce que ça représente dans la mémoire de la Shoah, Georges Bensoussan ? Ça représente fondamentalement une rupture anthropologique. C'est une histoire qui est une tragédie, non pas seulement juive, comme on pourrait le penser, mais une tragédie humaine, parce que ce qui s'est passé là interroge, si vous voulez, le substrat d'un génocide. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec des hommes ordinaires, dans des circonstances extraordinaires, qu'ils soient juifs ou pas, peu importe. Qu'est-ce qui est amené là ? Qu'est-ce qui, dans les discours accoutume au rejet, qui fait qu'on peut mettre de côté une population et qu'un jour on s'habitue finalement à son exclusion et même à sa disparition ? Quel est le rôle de l'appareil d'État dans un génocide ? Et sur ce plan, si vous voulez, la rupture anthropologique, c'est le fait que la façon dont ont été tués ces juifs n'est pas, comme le disait Le Pen jadis, un détail de l'histoire, c'est le signe même du crime, c'est-à-dire qu'on les a éliminés comme on élimine de l'ordure, comme on élimine de la vermine. On a amené les victimes aux assassins, et ça c'est un phénomène sans précédent dans l'histoire. Dans l'histoire, en règle générale, les tueurs vont à la victime. Ici, on amène les victimes jusqu'aux tueurs, que ce soit Auschwitz ou d'autres centres de mise à mort. C'est en cela que c'est une histoire fondamentalement humaine, si vous voulez. Ce qui a été atteint, c'est pas seulement le peuple juif, c'est ce qui est la notion de personne humaine qui a été atteinte fondamentalement. Et c'est pour ça que cette histoire ne concerne pas que les juifs, elle concerne l'humanité entière. C'est un peu le proverbe chinois, vous savez, quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Mais il ne faut pas regarder le doigt, il faut regarder la lune ici. C'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Alors, cette histoire. Ce matin, dans les colonnes du Figaro, vous dites quelque chose de très intéressant, Georges Bensoussan. Vous dites, regardez la Première Guerre mondiale, regardez Verdun. Bon, plus le temps passe, plus la conviction de ce qui s'est passé, et ce qui s'y est passé, s'affermit. Auschwitz, ça fait 80 ans, et finalement, c'est toujours extrêmement compliqué, extrêmement délicat. Il y a encore des gens pour vous dire que ça n'a pas vraiment existé à Auschwitz, Georges Bensoussan. Quelle est la particularité d'Auschwitz et plus généralement de la mémoire de la Shoah ? Évidemment, par rapport à la Première Guerre mondiale, la différence fondamentale, c'est que c'est une histoire ici qui est très chargée d'émotions, et profondément, et d'autre part, c'est une histoire qui rencontre finalement un vieux discours antisémite occidental, qui est aujourd'hui malheureusement relayé par le discours antisémite de l'islam, du monde musulman. Et donc, ces deux discours antisémites cumulés, ajoutés à cela le conflit israélo-arabe, fait que cette mémoire est beaucoup plus difficilement transmissible que la mémoire de la Première Guerre mondiale. C'est une mémoire qui politiquement est très chargée, si vous voulez. Donc il y a tout un aspect négationniste, je dirais, qui s'oppose à la transmission de cette mémoire. Oui. Et de l'autre côté, vous dites aussi, c'est intéressant, il ne faut pas abuser du devoir de mémoire. Il y a quelque chose d'aveuglant finalement dans tout ce que l'on dit et que l'on perpétue sur la Shoah. Oui, parce que le devoir de mémoire, vous voyez, c'est le pathos larmoyant. On fait beaucoup d'émotions, très bien, tout le monde est content, on est finalement très 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 contrit, on fait beaucoup de compassion, mais qu'est-ce qu'on a retenu sur le plan politique de ce qui s'est passé ? Rien. Parce que d'autant que dans notre société du spectacle, où toute une émotion chasse l'autre, une nouvelle chasse l'autre, un massacre chasse l'autre, finalement Auschwitz, demain, ça deviendra un massacre de plus dans l'histoire humaine. On ne verra pas en quoi c'est une vraie rupture anthropologique, en quoi il y a un avant et un après, en quoi c'est un crime sans précédent. C'est pour ça qu'il faut faire une histoire politique, et les professeurs doivent faire une histoire politique, et pas une histoire basée seulement sur le pathos. Avec, vous voyez, ce paradoxe dont je parlais dans l'article du Figaro qu'Olivier Delagarde citait ce matin, c'est que vous avez une grande chaîne de services publics qui présentait un film sur le Veldiv il y a quelques années, il y a 2-3 ans je crois, sur les enfants du Veldiv, et il a fallu attendre les dernières secondes du reportage qui durait 12 minutes pour apprendre que ces enfants victimes avaient été arrêtés parce que juifs.
Oui. Finalement, on ne savait pas. Ils ont été arrêtés simplement parce que c'était des enfants. Non, parce que c'était des enfants juifs. Donc, à quoi sert d'enseigner cette mémoire si on ne met pas au cœur aussi de cette affaire-là qu'ils ont été arrêtés parce que juifs? Oui. Si on a tellement peur du signe juif et du mot juif, à quoi sert de commémorer cette histoire de la Shoah? C'est ce que Finkielkraut appelait jadis une mémoire vaine. Oui. Et on est d'une certaine façon dans une mémoire vaine. À la fois, on commémore énormément les disparus et finalement, on laisse devant nous aujourd'hui en France prospérer un antisémitisme totalement décomplexé. Oui. Et juste, vous dites, c'est une rupture anthropologique, la Shoah et à Auschwitz. Pourquoi? Parce que c'est le génocide, non plus comme un moyen finalement, mais comme une fin en soi. Parce que les Juifs seraient en quelque sorte le peuple de trop sur Terre. C'est votre formule, Georges Bensoussan. Absolument. C'est le signe paria. Vous savez, ça a été étudié par un grand nombre d'historiens, dont des historiens anglais qui ont fait un gros travail là-dessus. Le signe juif, c'est le signe paria dans l'économie psychique du monde occidental, c'est-à-dire du monde chrétien. Et dans le monde musulman, d'une certaine façon, c'est en train de le devenir. Donc, le génocide juif, c'est pas un moyen, c'est-à-dire qu'en fait, on tue les juifs parce que juifs. Alors que dans d'autres génocides, qui sont tout aussi, évidemment, abominables, le génocide des Tutsis du Rwanda, le génocide des Arméniens, le génocide des Héréros en 1905 en Namibie par les Allemands, c'est un moyen, le génocide. C'est, par exemple, pour les Arméniens, le moyen pour les Turcs de s'emparer du territoire, d'islamiser complètement la province et d'éliminer complètement le monde chrétien de l'Arménie. Bon, ici, c'est le moyen de rien du tout. C'est le moyen d'en finir avec un signe juif qui est considéré comme le signe diabolique par excellence. Merci beaucoup, Georges Bensoussan, d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Je renvoie toute votre œuvre. Vous avez beaucoup écrit, donc cette histoire de la Shoah, un atlas également. Et puis votre dernier ouvrage aussi sur les origines du conflit israélo-arabe, car cette histoire s'entremêle avec cet anniversaire d'Auschwitz que nous commémorons aujourd'hui. Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.